pleine transformation. Est-ce que tu peux repréciser un peu ton rôle au sein du groupe Peugeot? Oui, donc pour la marque Peugeot, je suis directeur de la communication, c'est-à-dire en fait les relations presse et puis les relations avec les blogueurs, les influenceurs. Donc en gros, tout ce qui va faire l'opinion par rapport à notre marque, nos modèles, nos produits. Voilà. En gros, comment tu travailles les enjeux de la donnée, comment tu la travailles, comment tu la collectes et pour quels objectifs? Alors, puisqu'on est dans une thématique ce matin sur la disruption, la voiture, c'est pas quelque chose qu'on achète comme ça le matin en se réveillant. Il y a un cycle d'achat qui est long. On est sur plutôt 2 à 3 mois aujourd'hui en termes de durée de décision. La disruption, elle vient du fait, en fait, de caler le process finalement pour choisir un modèle A par rapport à un modèle B. Bon, dans le passé, il y avait quoi? Il y avait les magazines automobiles, il y avait le bouche à oreille, principalement ça, hein, pour se faire une opinion. Bah, aujourd'hui, l'opinion, elle est comme partout, elle est en ligne, mais elle est en ligne, à nouveau, elle est très catégorisée. En ligne, on va trouver qui? On va trouver des spécialistes, on va trouver des journalistes automobiles, on va trouver des professionnels de l'automobile, on va trouver des garagistes, on va trouver le patron d'automobile Peugeot qui a un compte Twitter, etc. Donc, tout ce monde-là, finalement, participe à faire mon opinion, mon jugement, et finalement, quelle va être ma considération et ma préférence d'achat dans un tunnel classique. Donc, nous, l'enjeu de la data par rapport à ça, il est finalement un petit peu comme mettre un thermomètre à différents endroits, et les différents endroits n'ont pas les mêmes finalités, parce qu'en fait, pour faire simple, il y a 2 types de finalités. Oui. Il y a une finalité qui est plus transactionnelle, c'est-à-dire là, je veux assurer du lead et je veux assurer un flux entrant qui derrière amène chez mes concessionnaires une prise de commande et l'achat d'une voiture. Donc ça, on est dans un tunnel assez commercial. Et puis, il y a une finalité opinion, parce que la caractéristique aussi de l'automobile, c'est que si on crawl sur le web, on va trouver des milliards de pages sur des millions de voitures et des milliards de fans qui, derrière, n'achètent rien aujourd'hui ou n'achètent rien non plus demain. C'est-à-dire que c'est à la fois un sujet passion et c'est en même temps un sujet pratique pour des clients qui, demain, ont besoin d'acheter une voiture. Donc, nous, tout l'enjeu, en fait, sur la data, il est un petit peu de faire un peu différents clusters là-dedans, entre un public à finalité transactionnelle, qui sont nos clients de demain matin, et puis un public de fans ou d'enthousiastes, ou un public de gens qui peuvent devenir les avocats de notre sujet, parce que ce sont des connaisseurs, ce sont des gens qui peuvent recommander, qui peuvent guider des choix. Sans forcément être acheteur, du coup. Sans forcément être enjeu acheteur à court plus terme. média, en fait. Voilà, il y a un enjeu média, donc clairement c'est pour ça que c'est un changement assez récent aussi chez Peugeot, mais on a mis dans la partie communication qui historiquement était en gros les relations presse, on a mis cette partie d'analyse et d'étude de l'opinion sur les réseaux sociaux. Très bien. Tu peux nous parler un petit peu d'un cas concret, par exemple si on prend le Dakar, quels enseignements, qu'est-ce que ça génère donc là, on est sur un événement sportif. Le sport automobile a toujours été aussi un vecteur de communication pour les marques auto. Le Dakar Peugeot, ça a été une histoire dans les années 80. Il y a eu 3 victoires au Dakar. Maintenant, le Dakar, c'est un événement qui a aussi pas mal changé de format, qui s'est adapté à son époque. Ça se passe plus du tout en Afrique, ça se passe en Amérique du Sud. Voilà, donc on l'a derrière nous. Et donc, on a repris en fait la route du Dakar en début d'année pour remonter une équipe, construire cette voiture qui est derrière vous, la 2008 DKR. Mais on voulait faire ça aussi dans un monde moderne, en s'assurant de savoir qu'est-ce que ça soulevait comme levier d'opinion pour Peugeot. On ne le fait pas juste pour franchir des dunes de 30 mètres de haut, on le fait aussi pour des raisons de promotion de la marque, et notamment l'enjeu géographique. Parce que le Dakar, c'est après la Formule 1, une des grosses manifestations, et les 24 heures du Mans, une des grosses manifestations auto en termes de médiatisation. Le bilan global mondial média du Dakar, c'est en centaines de millions d'euros d'équivalent publicitaire. Après, on veut savoir là-dedans qu'est-ce qu'on tire. Qu'est-ce qu'on tire pour nous en tant que marque Peugeot? Qu'est-ce qu'on tire pour nous en tant que marque Peugeot Sport? Quelle est la place aussi de la marque pilote? On avait embarqué avec nous Carlos Sainz, qui est un champion de rallye mondialement connu. Donc la marque Carlos Sainz, à lui tout seul, c'est une marque qui est aussi forte que Peugeot. Et puis il y a la marque Dakar, parce que Dakar en soi, c'est un événement qui a sa propre visibilité. Donc il y a cet enjeu un peu de segmenter la visibilité de notre marque parmi d'autres marques, et bien sûr les concurrents. Et puis il y a une segmentation qui est beaucoup plus géographique. Dakar, on a vu en analysant derrière les retombées avec Synthesio que Dakar
Dakar, en fait, ça vibre beaucoup là où ça passe. Donc déjà en Argentine, au Chili, principalement dans ces deux pays-là où il y a une grosse culture sportive automobile. Ça vibre beaucoup là aussi où il y a des pilotes. Donc il y avait des pilotes célèbres en France, en Espagne. Donc là, effectivement, on avait vraiment des pics d'audience et de trafic sur les réseaux sociaux. C'est à peu près 15 millions de reach Twitter, le Dakar, pour nous. Et puis derrière, on a d'autres pays, par exemple comme l'Allemagne, où il n'y a pas spécialement d'enjeu, parce qu'il n'y a pas de voitures allemandes qui font le Dakar, il n'y a pas de pilotes allemands qui font le Dakar. Donc finalement, en Allemagne, on a mesuré aussi l'influence du Dakar, mais elle est relativement plus faible. Il y a un vrai enjeu du coup qui est aussi interne. Comment tu structures un petit peu justement l'ensemble de ces données et de ces contenus pour la distribuer et la diffuser en interne? Oui, tout à fait, parce qu'en fait, on s'est aperçu en commençant à travailler avec donc, un système comme Synthesio d'analyse un peu du data. Finalement, au début, tout le monde voulait plein de données. Donc, on avait une diffusion quotidienne d'un tableau de bord assez largement dans l'entreprise, aussi bien à des opérationnels dans le marketing digital, dans la communication, que à des managers, que même jusqu'à du top management. Et puis, on est arrivé assez rapidement au bout d'un premier cycle d'usure où on s'est aperçu qu'en fait, trop de data, finalement, les gens ne vont pas vraiment dedans. Donc, on a reformaté tout ça récemment, au mois de juin l'année dernière, enfin non, cette année d'ailleurs, l'été dernier. Et on est passé plutôt déjà à une fréquence hebdo en se disant que bon, on n'est pas sur un sujet, je dirais que pour faire simple, nous on n'a pas de crash d'avion, donc on n'est pas non plus à monitorer chaque jour l'infini data. On est très attentif évidemment, surtout quand il y a des sujets d'actualité comme le diesel en ce moment, mais le management n'a pas non plus besoin tous les jours d'avoir des tableaux de bord énormes. Donc pertinence de la fréquence, et puis après pertinence aussi de la mise en forme. Ce qui est important, c'est d'avoir à la fois des indicateurs de synthèse, donc avec une share of voice, avec une tonalité, je dirais, qui sont un petit peu la base de notre visibilité, et puis à côté d'avoir de l'alerting pour arriver à détecter en positif comme en négatif les signaux. Et après, une fois qu'on a détecté ces signaux-là, on peut soulever le capot, on peut aller dans le détail de l'application, et là, les opérationnels, ils peuvent voir beaucoup plus. D'accord. On va prendre une question un peu d'actualité. Volkswagen, du coup, comment tu analyses la situation? Quelle stratégie vous avez mis en place pour suivre un peu ce qui se passe et éventuellement pour réagir? Donc là, effectivement, c'est une façon très réactive, le fait d'avoir un outil qui permet de paramétrer dans la journée, puisqu'on l'a fait sur une journée, de paramétrer l'outil Synthesio pour arriver à faire un extract un peu spécifique de tout ce qui tournait autour du sujet de conversation sur le diesel. On a rapidement vu qu'il y avait différents sujets. Il y avait un sujet effectivement sur notre concurrent. Il y avait un sujet sur, de façon plus globale, faut-il ou pas croire les constructeurs par rapport aux consommations. Et puis après, il y a un autre sujet qui est arrivé assez rapidement au bout de 2-3 jours, qui était le sujet des NOx, des monoxydes d'azote et vraiment de la pollution au sens santé publique. Et on a pu commencer à catégoriser un petit peu ces différents sujets et puis à regarder à nouveau quelle est leur attribution à différentes marques. Alors évidemment, on a vu qu'on n'était pas trop cité ou concerné, mais on était quand même très attentif à ce qui revenait chez nous. Et puis on avait le moyen aussi de détecter effectivement assez rapidement des embryons de conversation qui pouvaient fantasmer, parce qu'il y a eu beaucoup de fantasmes pendant cette crise du diesel. Il y a eu beaucoup de gens qui ont inventé des choses là où il n'y en avait pas, mais pour avoir des choses à dire sur le diesel. En termes de localisation des conversations, les grandes thématiques, j'imagine que alors sur le Dakar c'était intéressant parce qu'en fonction des pays tu peux voir en fait les pays où ça prend pas. Le diesel, j'imagine qu'effectivement tu peux suivre un peu les régions où il faut être un peu plus précis et engagé, et d'autres. C'est ça. Complètement, oui. Par exemple, le diesel, on l'a vu évidemment beaucoup sur les marchés européens. Bon, nous, on n'a pas trop suivi le marché US parce que c'est pas un marché sur lequel on est présent commercialement. Par exemple, on a suivi la Corée du Sud parce que la Corée du Sud, c'est un pays qui est très diesel maintenant en termes d'achat automobile. D'accord. Donc on n'avait jamais suivi réellement ce qui se passait dans ce pays-là par rapport aux réseaux sociaux et au web. Donc on a suivi la Corée, on a suivi le Japon aussi parce que le Japon est en train de se mettre un peu au diesel. Et on arrive vraiment à voir là aussi des différences de réaction, mais qui sont plus par rapport à l'affinité à certaines marques en fait. Très bien. Et du coup, quelles sont pour toi un peu les prochaines étapes pour l'année 2016 qui arrive? Alors donc là, je dirais que la prochaine étape en fait, c'est d'arriver à
faire en fait de toute cette data et de toute cette intelligence qu'on collecte et qu'on a de façon quotidienne, d'arriver à plugger là-dessus des actions. Alors à la fois des actions en marketing digital, toujours pour une finalité transactionnelle et détecter, amener du lead entrant pour des clients de demain. Et puis aussi pour une finalité plus opinion pure et influence, pour amener de la recommandation, je dirais de la réputation favorable à la marque, notamment d'aller chercher en fait des influenceurs qui peuvent être nos alliés, qui peuvent rentrer dans une politique un peu plus d'advocacy pour des sujets, alors que ce soit des sujets de crise délicats comme le diesel, où on a aussi quantité de personnes qui s'expriment, je dirais, de façon sensée et positive, donc qui peuvent rallier un petit peu notre cause, et puis de façon plus terre à terre, tous les jours, pour le sport automobile, pour le lancement des nouveaux modèles. Par exemple, en ce moment, on est en lancement de la 308 GTI, qui est une version très sportive de la Peugeot 308, et là-dessus, on a quantité, je dirais, de verbatim et d'articles sur le web très favorables qui entretiennent, je dirais, l'image et la réputation de Peugeot. Donc c'est des choses sur lesquelles on va pouvoir pointer, reprendre des liens, donner, je dirais, de la matière à partir de quelque chose qui existe et duquel on n'est pas émetteur. De plus en plus, en fait, pour moi, l'enjeu du métier, c'est d'arriver à rendre encore plus visibles les opinions pour lesquelles nous ne sommes pas émetteurs à la base. C'est-à-dire vraiment favoriser l'émergence et la circulation des opinions tiers et aussi donner, je dirais, accès au plus grand nombre. Par exemple, vous, par exemple, journaliste automobile, vous allez écrire un article dans Auto News sur le site internet. Vous allez poster aussi sur votre compte Facebook une photo de l'essai de la voiture et puis vous allez faire un tweet sympathique. Moi, j'ai repéré tout ça. Je me dis, tiens, c'est chouette. Vincent a fait une belle critique sur ma voiture. J'ai envie de faire partager plus de monde. J'ai peut-être envie demain, effectivement, de mettre son tweet en favori sur le compte Peugeot ou sur le compte d'un dirigeant de Peugeot. Donc aujourd'hui, on est un petit peu sur les deux pieds entre les comptes de personnes dans l'entreprise et les comptes corporate de marque. Et les comptes de personnes permettent ça. Ils permettent de faire recirculer plus facilement et de façon réactive et fluide de l'information pour laquelle nous ne sommes pas émetteurs. Question bonus. Dans un an, c'est le salon de l'auto à Paris. Est-ce que tu as déjà réfléchi, vous avez déjà intégré par exemple l'idée de co-construction avec du coup les retours sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook et autres, de comment ça pourrait orienter, je sais pas moi, les voitures qu'il faut présenter, la disposition du stand, les gens à inviter, comment engager et travailler justement avec tous ces avocats de la marque pour essayer de proposer une expérience la meilleure possible. Donc il y a effectivement, c'est une co-construction en fait. Voilà, sur les salons, c'est une vraie opportunité de croiser, je dirais, une présence virtuelle avec une présence réelle, parce que le salon de l'auto, surtout à Paris, c'est un lieu où on va recevoir plusieurs millions de visiteurs pendant 15 jours. Donc effectivement, en amont, on va avoir des dispositifs événementiels, tout simplement, qui sont portés par le digital, où on va permettre à des gens de venir. Alors typiquement, sur les salons de l'auto, on va avoir des animations quotidiennes avec des célébrités, avec des grands sportifs, et on va permettre à notre public, à nos fans, de venir les rencontrer via des dispositifs au début, je dirais, de recrutement qui passent par le digital, et puis qui se terminent par un événement physique présentiel. Et puis après, il y a l'autre chose qui est, je dirais, faire ressortir l'actu quotidienne du salon, parce qu'en fait un salon, surtout à Paris, c'est pas tous les jours la même journée. Il y a des visites de chefs d'État, il y a des événements importants, il y a des émissions de télé ou de radio qui viennent faire des plateaux des fois sur nos stands. Donc en fait, à travers typiquement un média comme Twitter, on va pouvoir faire ressortir ça et on va faire un plan de tweet à l'avance en ayant déjà un peu clairement en tête quels sont les événements qu'on va pouvoir raconter au fil du salon, et puis après une place au spontané, à la réactivité, parce que c'est ça qui est intéressant aussi, c'est pas juste d'être dans des choses qui sont programmées et construites à l'avance, mais c'est de donner vraiment une place aussi à l'expression et à ce qui va se passer, parce qu'il se passe des choses sur un salon tous les jours. Donc là aussi, le média social, il permet d'être pile en réactivité sur ces événements qui sont de vraies choses spontanées. Parfait, merci beaucoup Alexandre, bon courage. Merci. Et bonne année 2016.